Ouais. Ouais, c'est bon. Donc ouais, voilà, quelle année vous êtes arrivé à l'IAP, et puis bah, quel IAP vous avez trouvé en fait. Eh bien, c'était en 1951, ma sortie de l'école normale supérieure. J'avais décidé, beaucoup plus jeune, de devenir astronome. Et mes études supérieures m'ont confirmé dans cette idée. Donc, j'étais déjà plus ou moins prêt, puisque j'avais eu Henry Schwarzman comme directeur de diplôme pendant que j'étais à l'école normale. Donc, je connaissais déjà un peu le milieu astronomique. Et je n'ai pas hésité à venir à l'Institut d'astrophysique, qui a été, je pense, un choix très très privilégié même, puisque il n'existait pas depuis longtemps. D'accord, et donc à cette époque-là, le directeur de l'IAP, c'était Henri Mineur que vous avez. Oui, c'est ça, oui. Oui. Vous l'avez rencontré, vous avez travaillé avec lui Alors, je n'ai pas proprement parlé travailler avec lui, mais j'ai été très inspiré par son livre sur l'analyse numérique. Et ça m'a beaucoup servi par la suite d'être familier avec les techniques pour l'intégration, la dérivation, l'interpolation, etc. Enfin, des choses très courantes, mais avec les ordinateurs, ça a donné un regain considérable d'intérêt. Tandis qu'avant, on travaillait, vous savez comment on faisait, on travaillait dans des tables, vous vous rappelez peut-être des tables de Bouvard et Ratinet, le logarithme qu'on avait dans les lycées. Et pour faire les multiplications, on commençait par chercher le logarithme et puis on additionnait le logarithme. Voilà. Ça a beaucoup changé depuis. Heureusement d'ailleurs. Oui. Et donc vous avez surtout travaillé avec M. Schwarzman alors? Alors oui, alors le premier que j'ai contacté quand je suis arrivé à l'Institut d'astrophysique, c'était Jean-Claude Pecker, que je connaissais un peu avant. Et donc je lui ai dit, ben alors, où est-ce que, il y avait plusieurs équipes quand même, quelle équipe tu me conseillerais, dans quelle équipe tu me conseillerais aller, mais tout décrit très très bien. Et donc j'ai hésité un peu entre l'équipe Barbier-Challonge et puis de faire de l'astrophysique théorique avec Henry Schwarzman. Et finalement, j'ai choisi de faire de l'astrophysique théorique avec Henry Schwarzman tout en gardant des contacts assez serrés avec l'équipe Challonge, où ma femme d'ailleurs qui a travaillé, puisqu'elle avait été recrutée à peu près en même temps. Enfin, non, c'était pas encore là, mais enfin, ça, quelques années après, ça a été le cas. Voilà. Alors, c'est pas l'IAP que je l'ai rencontré, mais c'est grâce à Daniel Barbier que je l'ai rencontré. Parce que je disposais de spectres de Wilson pour l'étoile dont je voulais déterminer la composition chimique, mais j'aurais aimé avoir d'autres spectres. Mais en France, on n'avait pas à ce moment-là la possibilité de faire d'autres spectres à la résolution nécessaire pour ce travail. Et c'est lui qui m'a conseillé d'aller à l'observatoire d'Asiago, où il y avait un télescope d'1,20 m et un spectrographe qui avait une résolution pas aussi bonne que celle du Mont Wilson, mais enfin quand même qu'on pouvait utiliser pour faire des mesures de largeur équivalente et donc des mesures d'abondance. Et c'est comme ça que j'ai connu ma femme, parce qu'on s'est connus à l'observatoire d'Asiago, mais il faut dire que c'est Barbier qui m'y avait envoyé. Et il m'avait même dit, c'est la seule personne sérieuse de l'observatoire. Ça c'est avéré exact? Ça c'est avéré exact, oui. Elle était la seule à faire vraiment de l'astrophysique, et les autres faisaient autre chose. Avez-vous eu ensemble une collaboration scientifique suivie? Oui, parce qu'elle s'intéressait aussi à la composition chimique des étoiles, donc on a pas mal de publications ensemble. Alors le premier souvenir très important pour ma carrière que j'ai, c'est le cours d'astrophysique théorique qu'avait fait Vladimir Kourganov. Et ça a déterminé encore plus mon orientation vers la théorie des atmosphères stellaires, qui était le domaine de Jean-Claude Pecker aussi. Donc je ne me sentais pas du tout isolé. Et il était un très bon enseignant. Mais à part ça, j'ai suivi assez peu de cours. Je n'ai suivi comme cours moi que les cours du Collège de France, quand j'étais prêt à être rentré ici, que les cours du Collège de France de M. Lannes. Et puis après, j'ai partagé, il a recruté Hénon, et j'ai partagé le bureau de Hénon, parce que Mineur, quand il est devenu directeur de l'Institut d'astrophysique,
a abandonné son bureau de recherche, et nous étions tous les deux, Hénan et moi, dans ce grand bureau. D'accord. Alors ce qui ressort souvent des entretiens, c'est qu'alors aujourd'hui, l'astrophysique se construit autour de grands projets, de grandes équipes, mais ce qui ressort pour ces périodes-là, c'est que souvent c'était des chercheurs isolés sur leur projet. Oui, alors c'est aussi parce que Everett Schatzman voulait couvrir un peu toute l'astrophysique, donc quand il recrutait pas du tout nécessairement dans la même catégorie. Enfin, l'équipe c'était le chercheur et Everett. Mais enfin, entre nous, et non, on partageait le même bureau, alors on a quand même beaucoup discuté. Mais enfin, avec les autres, pas tellement, parce qu'on n'était pas sur le même sujet du tout. Alors c'était évidemment la première question que je lui ai posée, c'était, je lui ai proposé un sujet de thèse, parce que quand on vient pour faire une thèse, il faut avoir un sujet. Et j'avais des idées à l'avance. On avait étudié vraiment que la composition chimique d'une seule étoile, le Soleil, quand j'ai commencé. Et la première autre étoile qui a été étudiée avec des calculs assez précis, avec un modèle d'atmosphère, comme on dit, c'était Tau Scorpii, c'était les Allemands qui avaient étudié Tau Scorpii, c'était une naine B, et j'ai proposé à Everett Schatzman de faire plutôt une étoile supergéante pour changer, pour que ça fasse mieux un sujet de thèse, soit plus original. Et donc on a choisi l'étoile Zeta Persei, j'ai fait ma thèse donc, sur la composition chimique d'une supergéante. Et quel type de directeur de thèse était Everett Schatzman? C'est quelqu'un qui était très présent, qui laissait une grande liberté? Une grande liberté, une grande liberté, mais donnant toujours des conseils très intéressants. Et j'ai eu plaisir à travailler avec Everett Schatzman, ça je ne peux pas dire, c'est vraiment. D'accord. Et les conditions de travail à l'IAP à l'époque, c'était un institut où on pouvait disposer de tout ce dont on avait besoin Eh bien oui, alors ce dont j'avais le plus besoin, moi, comme je faisais de l'astrophysique théorique, c'était de calcul. Et il y avait un bureau de calcul remarquable à l'Institut d'astrophysique. Il y avait au moins, je ne me rappelle plus combien, mais il y avait au moins 6 jeunes femmes qui passaient leur temps à faire des multiplications, des additions et des soustractions sur des machines mécaniques. Et alors, pour moi, ça a été quand même un très très grand appui, parce que j'ai eu tout de suite à faire pas mal de calculs, et de pouvoir être aidé dans les calculs numériques, c'était très précieux. C'est un processus qui devait prendre du temps. C'était Mineur qui avait dû fonder d'ailleurs ce bureau. C'était un processus du coup qui devait prendre beaucoup de temps par rapport à ce qu'on peut obtenir aujourd'hui, enfin pour obtenir les résultats que vous savez. Ah oui, ça c'est... j'ai mis presque 5 ans pour faire ma thèse quand même. D'accord. Oui. Mais c'était pas exceptionnel, hein. 4 ans c'était plutôt la moyenne. Quand il y avait aussi à faire des observations, des choses comme ça prend du temps. Et donc au sortir de la thèse, vous êtes resté à l'IAP? Alors, au sortir de la thèse, je suis resté à l'IAP, mais à cette époque-là, on ne songeait absolument pas à faire une carrière entière au CNRS. Donc on avait toujours derrière la tête qu'une fois qu'on avait fini sa thèse, il fallait commencer à prospecter un peu les universités surtout à l'époque, et puis les observatoires bien sûr, qui étaient les deux, on considérait que c'était les deux débouchés. Ça n'est encore jusqu'à un certain point, mais enfin maintenant quand même, le CNRS a beaucoup de postes de directeur, il y en avait 0 à l'époque. Et puis alors, très rapidement, après la fin de ma thèse, je suis allé à l'étranger. J'avais été invité par un astronome américain à passer 1 an au California Institute of Technology, qui était aussi le siège des monts Wilson et des monts Palomar, donc qui était très bon en astronomie, en astrophysique, et qui avait des physiciens remarquables qui ont commencé la physique nucléaire dans les astres. C'était très très attirant. Alors j'ai été très frappé quand j'ai quitté quand même pour un moment donc la France et surtout après l'Observatoire de Paris par la différence de mentalité entre un directeur US et Danjon, qui était tout à fait la vieille école, n'est-ce pas? On prenait rendez-vous à l'avance, on attendait pour le voir, enfin c'était toute une histoire. Quand je suis arrivé à Caltech, j'avais eu des idées sur une chose que le directeur Bowen
du Mont Wilson de l'époque avait eu, c'était pour faire entrer davantage de lumière dans le spectrographe, de faire ce qu'on appelle un image slicer. C'est-à-dire on découpe l'image en tranches fines, qu'ensuite on arrive à faire entrer dans le spectrographe. Et alors l'ennui c'est que toutes ces petites images de tranches n'étaient pas tout à fait au point, alors j'avais imaginé un système pour les mettre tout ensemble au foyer, et je voulais parler un peu de ça avec lui. Je téléphone, au lieu de tomber sur une secrétaire, je l'ai directement. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous dire, oui, oui, venez quand vous voulez, tel jour, si vous voulez. C'était très peu formel. Mais enfin, je me sentais très bien à l'Institut d'astrophysique aussi, quand même, parce que Schatzmann, c'était mon directeur de thèse, et j'ai continué à travailler quand même avec lui. On a fait. Donc j'ai continué comme chargé, là, puis... Donc, ce n'est qu'en 62 que j'ai quitté le CNRS pour avoir un poste d'observatoire. Et ça, c'est Jean-Claude Pecker qui dirigeait un service d'astrophysique générale qu'il avait fondé à l'Observatoire de Paris, qui m'a demandé de prendre sa succession. Il avait déjà lancé un paquet de jeunes chercheurs sur des thèses, sur un sujet difficile, les écarts à l'équilibre thermodynamique local. Et il m'a demandé de prendre, il savait que ça m'intéressait, il m'a demandé de prendre en charge, quand il est parti directeur de l'Observatoire de Nice, il m'a demandé de prendre en charge ce groupe. Ouais. D'accord, et comme vous parliez de votre séjour à l'étranger, enfin, l'IAP avait un rayonnement à l'étranger, était un laboratoire connu. Ah oui. Dans le domaine de l'astrophysique théorique, c'était déjà un laboratoire connu, surtout à cause de Schatzmann évidemment, mais aussi beaucoup à cause de Pecker. Hein. Et puis il faut dire que au point de vue de la classification spectrale, Barbier et Chalonge faisaient mieux que tous les autres. Hein. Les autres étaient restés à une classification plus ou moins qualitative. Ils ont premièrement fait une classification quantitative et fondée sur des principes physiques bien clairs pour déterminer les trois paramètres. Oui, alors c'est ça, c'est la deuxième chose qui était très remarquable, c'était la première à 3 paramètres. Alors, les classifications spectrales qui existaient avant, c'était des classifications à 2 paramètres qui ne s'intéressaient que à la luminosité et à la gravité dans l'atmosphère de l'étoile, et puis c'était tout. Mais on ne considérait pas que la composition chimique était quelque chose d'important. Et c'est les premiers, eux, qui ont introduit ça. Enfin, c'est Strömgren, si vous voulez, qui a été le premier à dire que c'était un paramètre important, mais c'est eux qui l'ont introduit les premiers dans une classification spectrale. Et du coup, à l'IAP, vous avez également croisé des chercheurs étrangers qui venaient travailler. Ah oui. Ah oui, il y a eu par exemple un physicien atomique remarquable, Michael Seaton. On a même vécu avec lui, si je puis dire, parce qu'on n'avait pas encore d'appartement. On vivait à l'hôtel parce qu'on n'avait pas. Après la guerre, c'était très très difficile de trouver un appartement. Et lui avait une chambre, ce qui était normal, puisqu'il était hôte de l'Institut d'astrophysique. Mais nous, on était à l'hôtel qui s'appelait Oriental autrefois, mais enfin qui est juste à l'entrée de l'avenue d'Enfer Rochereau, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Ouais. Et on dînait avec lui à l'Institut d'astrophysique. Il nous a beaucoup aussi aidé au point de vue des connaissances de physique théorique, atomique nécessaires pour faire de l'astrophysique. Donc vous avez aussi connu l'ère Donjon, alors à l'IAP. Oui, alors Donjon, évidemment, il voulait que je fasse de l'astrolabe, mais ça, c'est... Vous avez que je choisi Schatzmann, c'était pas le même genre de travail. Mais j'ai toujours eu quand même un grand intérêt pour la partie de l'astronomie qui n'était pas de l'astrophysique pure, si vous voulez, mais sur la détermination de la position et des vitesses des étoiles. Parce que très rapidement, on a compris que il fallait lier les deux choses pour arriver à comprendre la formation d'une galaxie, par exemple. Les deux choses, il y avait à la fois un phénomène dynamique et puis en même temps l'évolution de la composition chimique c'était tout à fait une nouveauté moi quand je suis rentré à l'Institut d'astrophysique, mais ça n'a pas cessé de se développer sur le plan international aussi, l'idée que la composition chimique était une chose intéressante.
Ah, bah, mon souvenir le plus clair, c'est évidemment Hénon qui était mon coturne et qui était remarquable. Je trouve qu'il n'a pas eu la reconnaissance internationale qu'il aurait dû avoir, et il y a des astronomes américains qui me l'ont dit, donc c'était pas une opinion franco-française. Hein. Il a, son travail sur les amas globulaires, absolument de premier plan. J'ai donc eu grand plaisir à partager la même pièce que lui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur son fameux calculateur analogique? Oui, parce qu'il l'a fait pendant que j'étais là, et ça lui a pris, ça a dû lui prendre 2 ans, je pense, de faire ça. Et puis il était arrivé une machine qui s'appelait IBM 650, et il a tout de suite décidé qu'il fallait prendre le tournant, qu'il pourrait faire beaucoup plus avec l'IBM 650 qu'avec ce projet très très spécifique, si je puis dire. Alors je peux dire aussi, puisque vous me parlez de ça, c'est que je pense être le premier astronome à avoir fait ma thèse avec des calculs avec un calculateur électronique, et précisément cette fameuse 650. Et IBM s'était installé à la place Vendôme. Et il a offert 50 heures gratuites aux universités de Paris, mais nous comptions, nous, l'Observatoire de Paris, on comptait, nous, comme d'ailleurs le CNRS avait compté aussi, hein, comme pouvant candidater pour ce genre de choses. Alors j'ai candidaté, et vous comprenez très bien que puisqu'il y avait 6 calculatrices humaines qui avaient calculé je ne sais pas combien d'heures, c'était un changement radical. Et en fait, j'ai terminé ma thèse par 3 heures de calcul sur l'IBM 650, qui m'aurait certainement pris 2 ans de plus. 3 heures de thèse, mais évidemment il y avait un programme à faire, ça prend quand même un certain temps. Mais enfin, disons qu'il a fallu quelques mois pour faire le programme, mais après ça tournait très bien. L'IAP a joué quand même un très grand rôle dans mon départ scientifique, et je pense que ça, je lui dois beaucoup. Donc, puisque vous faites une émission sur l'IAP, ce sera la première chose que je dirais. Et ensuite, eh bien, je dirais que le tournant de l'informatique a été vraiment aussi une étape absolument extraordinaire dans ma carrière. Je l'ai pris très tôt, puisque j'ai été le premier astronome à faire des calculs avec le premier ordinateur arrivé en France. Et puis, ben voilà, je crois que et je fréquente évidemment toujours l'Institut d'astrophysique pour ses séminaires et aussi pour ses collègues, voilà, parce que il y en a plusieurs avec lesquels j'ai travaillé beaucoup, avec O12, avec Elisabeth Vangioni, et avec leurs hôtes américains qui viennent tous les ans, là, je ne me rappelle plus très bien son nom, mais enfin... Keith Olive. Voilà, c'est ça. Parce qu'on avait le même domaine d'intérêt.